Bonjour, d'abord, merci Peter de m'avoir invité. Ce dont je vais vous parler, alors au départ, je n'avais pas prévu effectivement de le faire dans le contexte Trump 13 novembre, parce que je pense que ce qu'on va dire aussi, voilà, mais je pense que ce que je vais vous raconter aujourd'hui peut vous donner aussi des clés de lecture pour comprendre ce qui est en train de se passer dans nos sociétés, et que finalement, ce qui se passe en environnement n'est pas si différent de ce qui se passe ailleurs. Et on a eu Trump, on a les élections en France qui arrivent. On a aussi d'autres élections en Europe qui ont l'air de prendre malheureusement la même tournure. Et donc je vais essayer de vous montrer en fait, à partir donc, de mon travail d'habilitation à diriger des recherches, que en fait nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est un monde qui a peut-être changé de nature, ou en tout cas dans lequel l'incertitude, qui n'est pas quelque chose de nouveau, hein, a pris une tournure un peu particulière. Et il manque peut-être un mot que je n'avais pas pensé. J'ai fait ma présentation avant la victoire de Trump, avant les commémorations du 13 novembre, c'est le mot peur. Je pense qu'il manque dans ce titre un peu long et un peu barbare, une émotion sous-jacente, et je pense qu'on a parlé beaucoup d'émotions. Peter vous a parlé de la sidération. Je pense à cette question de la peur, de la terreur, de l'angoisse, qui est à mon avis aussi un des fils conducteurs pour penser la question et pour penser cette société de l'incertitude. Alors, je vais faire un grand détour, loin du risque au départ, pour vous parler d'une thématique dont on a beaucoup entendu parler au moment des élections américaines, dont on entend parler beaucoup aussi en France. C'est la question de la mondialisation. Alors vous allez me dire, la mondialisation, quel rapport avec notre sujet ? Eh bien, pour moi, la mondialisation, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là, ce n'est pas simplement un processus économique, ce n'est pas simplement un processus géographique, c'est un moment historique qui fait que nous basculons dans ce que je vais appeler la complexité. Je ne suis pas la seule à parler de complexité, hein. Je m'appuie notamment sur des travaux de philosophes, de sociologues, je pense à Edgar Morin. Mais voilà, le point de départ de notre histoire, c'est cette mondialisation que je vais distinguer de la globalisation. Alors pour ça, je vais revenir d'abord sur ce que les géographes, ma discipline de départ, appellent mondialisation. Parce qu'en fait, sous mondialisation, on entend des tas de choses qui n'ont rien à voir. Et là, je vais faire un détour par le vocabulaire. Et du coup, je fais mon exposé en français. Si certains veulent poser des questions en anglais, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir d'emblée à ce que les mots veulent dire. Parce que quand on est en France, mondialisation a un sens précis, globalisation a un sens précis qui ne recouvre pas ce qu'on peut avoir dans le monde anglophone et dans cette espèce de globish qui aujourd'hui est la langue dans laquelle nous échangeons beaucoup, en particulier chez les chercheurs. Et je crois que cette question de la traduction de ce que les mots veulent dire au sens foucaldien du terme est une question qui est fondamentale, parce que typiquement Facebook, Twitter, hein, c'est 140 signes, c'est pas neutre. Typiquement, il y a eu beaucoup de discours. Donald Trump, c'est quelqu'un qui parle énormément. Et derrière ces mots, on leur fait dire beaucoup de choses. Et je pense que la façon de nommer est vraiment quelque chose de très important. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Au départ, pour un géographe, la mondialisation, c'est en gros un processus historique qui fait que peu à peu, l'espèce humaine va conquérir l'ensemble de la surface terrestre. Et que la surface terrestre va devenir ce qu'on appelle un oikoumène, c'est-à-dire un espace habité, un oikos, un endroit, d'autres maisons. Ce processus, au départ, vous avez des individus, des groupes qui se diffusent à la surface de la planète, et puis peu à peu, il va prendre une forme politique et géopolitique qui est la colonisation. C'est l'appropriation successive de terres qui fait que les sociétés, au départ seules, et puis peu à peu en rencontrant d'autres sociétés, s'étendent à la surface du globe et disent « ceci est à moi ». Et ce processus de mondialisation historique va être accompagné, accéléré, nourri par des révolutions technologiques
et techniques, scientifiques, qui vont permettre de réduire les distances temps et les distances coûts. Ça vous paraît peut-être idiot, mais ça change complètement notre façon de percevoir le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que la réduction de la distance temps ou de la distance coût fait que vous pouvez aller toujours plus vite et toujours plus loin parce que toujours plus vite, toujours plus loin parce que toujours moins cher. Et c'est cette idée de la mondialisation telle qu'on l'enseigne aujourd'hui dans les manuels de lycée. Vous avez peut-être fait ça en cours de géographie au lycée. Hein. C'est l'idée de dire que grâce à la révolution des sciences et des techniques, eh bien, on a aboli la distance physique. La distance kilométrique n'est plus un obstacle, ou si peu d'obstacles. Et là, il y a le premier problème qui arrive, c'est que, oui, effectivement, je peux prendre un avion. Aujourd'hui, je peux aller n'importe où sur la planète en moins de 48 heures. Je peux me rendre dans n'importe quel point de la planète en moins de 48 heures. En prenant plusieurs modes de transport, ça peut me coûter plus ou moins cher. Mais en moins de 48 heures, je peux partir de n'importe où sur la planète et aller n'importe où. C'est quelque chose de considérable. Quand vous imaginez qu'au XIXe siècle, pour aller de Paris à Nice, il faut des jours et des jours. Je ne vous raconte même pas quand Éléonore d'Aquitaine traverse les Pyrénées pour aller chercher sa petite fille pour la marier au roi de France, où là, ça met des mois dans des conditions épouvantables. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations d'espace. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un, parce qu'on peut être sur Facebook, parce qu'on peut prendre l'avion, parce qu'on peut se téléphoner, que les distances culturelles, elles, sont abolies, ou que les distances sociales sont abolies. Et on a eu tendance pendant un moment à parler de mondialisation heureuse en disant, mais puisqu'on peut aller partout et nulle part, on va tous être copains, on va tous être frères, on va tous circuler, sans se rendre compte que d'une part, l'accès à ces moyens de transport et de communication, il est d'emblée biaisé par des frontières sociales. Regardez les migrants aujourd'hui qui sont en Méditerranée. J'avais ce matin ici un cours d'agrégation avec vos camarades de géographie. Quand vous arrivez en Sicile, vous avez d'un côté les migrants qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, puis de l'autre côté des touristes qui arrivent sur des bateaux de croisière. Ils arrivent dans le même port, ils arrivent quasiment au même endroit, enfin plus au même endroit parce qu'on les sépare, mais on voit bien que du point de vue les frontières ne sont pas abolies, les coûts ne sont pas abolis. Et surtout, les distances culturelles, elles, ne sont pas abolies. Et c'est tout le paradoxe de ce que nous, en France, on appelle mondialisation, qui est qu'effectivement, on a des crispations d'un côté identitaire, où on a l'impression que plus on va vers cette ouverture, où on peut parler en temps réel à n'importe qui, ou quasiment sur la planète, et qu'on peut être copain avec un Japonais, un Chinois, un Indien, un Américain, un Chilien, un Argentin, un Africain du Sud, peu importe, de plus en plus, au contraire, on a cette fermeture sur des identités de plus en plus étriquées, de plus en plus refermées. Donc ça, c'est effectivement cette première mondialisation qui, en fait, nous, finalement, arrive à cette idée que la conséquence de cette réduction des distances temps et des distances coûts change profondément l'organisation du monde. Pourquoi ? Parce que, finalement, la mondialisation peut se définir comme une mise en relation intensive des lieux qui arrive à qui débouche, qui produit une diversification et une intensification des flux de toute nature. C'est-à-dire qu'en gros, la mondialisation, c'est désormais un monde où les territoires sont interconnectés, reliés, échangent, et on échange tout et n'importe quoi. Des biens, des marchandises, des capitaux, des informations, des idées. Tout ça circule dans une espèce d'univers sans barrières, alors qu'on sait très bien qu'il y a des barrières. Mais c'est l'idée d'un monde qui devient un vaste réseau d'échanges et que cette mondialisation, finalement heureuse, c'est cette possibilité d'aller partout, tout le temps, à faible coût, avec un processus qui, on l'espère, va devenir de plus en plus inclusif. Alors, par rapport à ça, il y a une notion qui émerge en parallèle, qui est celle de globalisation. La globalisation, c'est une traduction de l'anglais globalization qui arrive en France et qui, en France, est entendue comme ce qu'on appelle, pour faire simple, l'universalisation du capitalisme financier. En gros, vous avez plusieurs phases du capitalisme. La dernière phase aujourd'hui, c'est la phase d'un capitalisme de plus en plus financiarisé, dont on a vu d'ailleurs une forme de crise en 2008. Et l'idée, c'est que donc, on a
cette mondialisation, c'est-à-dire cette mise en réseau des territoires du monde, qui fait écho, alors est-ce qu'elle est à l'origine, est-ce qu'elle accompagne, on ne sait pas très bien, est-ce qu'elle se nourrit, est-ce qu'elle est la conséquence, mais d'une transformation profonde du capitalisme financier qui arrive à une nouvelle étape historique, qui est cette étape de financiarisation qui fait que les marchés deviennent importants, qui fait qu'on est dans du nouveau bricolage au niveau des produits financiers. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les subprimes, on pourra y revenir. Et donc, on est dans un monde qui change, où le capitalisme, après la chute du mur de Berlin et des empires, enfin, je dis la chute du mur, mais en fait, c'est la chute des empires et de la fin de cette guerre froide, s'impose finalement comme le seul modèle existant, avec en arrière-plan une idéologie libérale ou néolibérale, là encore, les mots sont compliqués à fixer, mais qui, en gros, donc, on vit dans un univers global, globalisé, qui se caractérise en particulier par ce qu'on appelle des firmes transnationales, plus transnationales, et qui change complètement les structures économiques, et qui fait que, par exemple, on vous explique que eh bien, la politique n'a plus de sens puisque tout se décide au niveau des marchés. D'ailleurs, vous le savez très bien, les marchés y pensent, ils sont contents le matin quand ils se lèvent, ils sont malheureux. Enfin, le marché est une personne qui va bien, les marchés vont mal, les marchés sont malades, les marchés sont contents, comme si le marché devenait une personne. Du coup, et c'est là où en général on s'arrête en géographie, il existe des mondialisations, c'est-à-dire en fait un ensemble de processus qui aboutissent effectivement à ce monde en réseau avec cette diffusion universelle ou prétendument telle de ce capitalisme financiarisé. Et ces mondialisations, pendant très longtemps, les géographes ont dit, les géographes et les sciences sociales ont dit la mondialisation, c'est simplement une mondialisation économique. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'elle était aussi culturelle, migratoire, touristique, et qu'en fait, elle concernait tous les éléments de notre vie quotidienne. Alors, moi, j'ai déjà essayé de distinguer dans le détail ce que voulait dire mondialisation et globalisation. Et en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord parce que ce qu'on appelle la mondialisation, ce que je vous ai décrit comme la mondialisation, elle a deux conséquences très importantes pour nos pratiques individuelles, collectives et nos représentations du monde. La première, c'est que si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ce processus de colonisation, ce processus de colonisation du monde, il est à l'origine d'un modèle géopolitique dominant qui est celui de l'État-nation. C'est-à-dire que cette colonisation progressive par l'Occident, puisque ça part d'Occident au bout d'un moment, fait que vous avez un ensemble de modèles politiques qui se diffusent, et ce modèle politique dominant, c'est le modèle de l'État-nation qui fait qu'aujourd'hui, votre monde est divisé en un certain nombre d'États souverains, dans ce qu'on appelle un ordre géopolitique international, où l'État prime avec un certain nombre de cadres et de règles, des frontières, un ensemble de structures, alors qu'on appelle les structures héritées de l'ordre westphalien, peu importe, mais qui fait que votre monde est pavé en un ensemble d'États. Et puis, vous avez également l'autre idée, c'est que votre monde, il est maillé par des réseaux de toutes sortes, dont vous êtes devenus absolument, définitivement, totalement dépendants. Vos vies quotidiennes sont intégralement dépendantes de réseaux. Je vous donne deux exemples. Une panne d'électricité. Vous n'avez plus d'électricité, vous ne pouvez plus rien faire. Regardez ce qui s'arrête dans cette salle si je coupe l'électricité. Il n'y a plus rien. Autre exemple, les réseaux de transport. Vous vous souvenez du petit volcan islandais, l'Eyjafjöll ? Vous avez un petit machin qui n'a aucune importance locale. Le volcan Eyjafjöll, quand il érupte, ça n'a aucune conséquence locale. C'est un machin au milieu d'un glacier, c'est une petite éruption. Vous avez ce panache de cendres qui arrive dans l'atmosphère et qui vous paralyse tout l'hémisphère nord en termes de trafic et tout s'effondre. Autrement dit, d'emblée, ce maillage du monde par des réseaux qui permet de la circulation fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement vulnérable parce que dès que vous touchez à un point du réseau, ça s'effondre. De l'autre côté, cette globalisation financière, en fait, elle traduit un processus beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant, qui est non seulement celui d'une mise en réseau des territoires, des lieux, des sociétés,
mais plus largement d'une intégration, d'une interpénétration, d'une interdépendance de ces territoires, de ces sociétés, de ces systèmes économiques. Je vous donne un exemple. Vous avez une sécheresse aux États-Unis. Ça peut avoir pour conséquence des famines en Afrique. Pourquoi ? Parce que les marchés du blé sont devenus tellement interconnectés, tellement complexes, que par des effets de rétroaction, ce qu'on appelle des effets dominos, vous allez avoir des conséquences en chaîne qui fait que le paysan qui se trouve dans un village au fin fond d'une campagne d'un État africain va se retrouver victime d'une sécheresse qui affecte un gros paysan des grandes plaines américaines. Et ça, c'est tout à fait neuf, et ça, c'est tout à fait typique de ce monde qui est en train de se transformer. Alors, du coup, dans notre vocabulaire, il faudrait en fait distinguer deux choses. Il faudrait distinguer d'un côté ce qu'on appelle le mondial. Le mondial, c'est quoi ? C'est l'idée que le monde dans lequel nous vivons est devenu un territoire. Qu'est-ce que j'appelle un territoire ? C'est un espace qui est approprié. Aujourd'hui, le monde, pour certains en tout cas, c'est un espace de référence. Vous avez des gens, quand on leur demande d'où vous venez, ils disent « je suis citoyen du monde ». Le monde, c'est un espace... Alors, pas pour tout le monde, hein, mais le monde, c'est un espace que vous pouvez parcourir. Vous pouvez aller habiter partout. D'ailleurs, vous parlez anglais, donc vous allez partout. Vous pouvez discuter avec tout le monde. Vous êtes des étudiants ouverts sur l'international. Vous allez faire une année au Japon, une année en Chine, vous avez des copains au Canada, des copains en Australie, vous vous retrouvez en vacances en Ukraine, et puis vous décidez d'aller faire un mariage au Chili, et puis vous pouvez devenir citoyen du monde avec des mobilités absolument délirantes, et le monde en fait devient une échelle de référence. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand vous voulez penser des phénomènes sociaux, des processus sociaux, vous ne vous contentez plus de les penser à l'échelle nationale. Si vous voulez penser, par exemple, les migrations internationales, aujourd'hui, les migrations, elles ne se pensent plus entre la France et ses anciennes colonies. Vous avez des systèmes migratoires qui enchaînent des tas d'échelles et qui, en fait, se répercutent à l'échelle du monde. Si vous voulez penser l'agriculture, si vous voulez penser l'industrie, si vous voulez penser l'économie, si vous voulez penser la culture, le monde devient une échelle de référence. Un peu comme si on avait peu à peu, au fil du temps, une surface terrestre qui était, vous savez, comme un élastique. On l'étire, et peu à peu, on fait le tour de la planète, on boucle la planète, et ça fait plus qu'une seule surface, et le monde devient notre territoire. Alors bien sûr, en pratique, c'est pas aussi simple, c'est pas abouti, mais dans l'idéal, on pourrait arriver à un monde sans frontières où on circule, on va habiter un coup à droite, un coup à gauche, on habite ici, on se marie là, et finalement la question de d'où on vient, où on est du monde. Le problème, c'est que d'emblée, ce monde, c'est peut-être un territoire d'appartenance, c'est peut-être un espace dans lequel on se projette, dans lequel on habite, mais ce n'est pas du tout un territoire politique. Quand vous êtes dans les représentations du monde, il reste toujours fragmenté en États. Et c'est bien un problème, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de gouvernement mondial. Vous avez une gouvernance internationale, mais le gouvernement mondial, ça n'existe pas. Le global, lui, en français, ça a deux sens. Le premier sens, c'est synonyme de mondial. Je ne sais pas, moi, les migrations globales, c'est mondial. Voilà, le tourisme global, en fait, ça veut dire mondial. Mais ça a un autre sens, et c'est ce sens-là, moi, qui m'intéresse. C'est que dans la globalisation dont je vous ai parlé, il y a quelque chose en plus que ce simple changement d'échelle qui nous fait rajouter un étage à la fusée de nos territoires d'appartenance. Le global, pour moi, c'est justement l'idée que on n'est pas juste sur un espace, une surface qui s'étend. On est dans un changement de nature du monde dans lequel nous vivons. Et ce monde, il se caractérise par la complexité. Pour beaucoup de gens, en fait, global, ça veut dire systémique. Qu'est-ce que c'est qu'un système ? C'est un ensemble d'éléments qui forment un tout et qui sont en interaction. Et alors que dans la vision du monde que je vous ai montré là-haut, internationale,
où le monde c'est la somme des États, dans le global, le tout ne se réduit pas à la somme des parties. Pourquoi ? Parce que si vous ne mettez que la somme des parties, vous n'avez pas les relations entre les différents éléments du système. Si je vous donne un sac de billes, vous mettez des billes dans un sac, la somme des billes, ça vous fait le sac. Le monde, que ce soit l'économie globalisée, que ce soit le terrorisme globalisé, que ce soit la société globalisée, la globalisation, c'est cette complexification du monde qui fait que les éléments qui composent le monde sont de plus en plus interdépendants, qu'ils développent des relations de plus en plus étroites, de plus en plus diverses, de plus en plus compliquées, et que toutes ces relations s'ajoutent à la simple somme des parties. Du coup, quand on parle de global, et en particulier quand on oppose le global et le local, on ne fait pas juste qu'opposer des niveaux territoriaux. Le local, ça serait ce qui serait petit, le global, ça serait ce qui serait grand. On oppose plutôt des niveaux de complexité. Plus on va dans le global, plus on est sur un système englobant qui englobe d'autres systèmes. Et ça se traduit par deux logiques. La première logique, c'est ce que j'appelle la logique transcalaire. Si vous avez fait un peu de géographie, on vous dit toujours en géographie, il faut emboîter les échelles. On raisonne au niveau de la ville, et puis de la région, et puis de l'État, et puis du continent, et puis du monde. On a la dernière échelle. Quand on parle de global ou de globalisation, on a le terme glocal. Le terme glocal, c'est l'idée que le local est dans le global et que le global est dans le local. Je vous donne un exemple, le changement climatique. Vous êtes bien d'accord que le changement climatique, ce qui se passe au niveau local, a des impacts sur l'ensemble du système planétaire. Mais ce qui se passe au niveau du système planétaire a des impacts sur le micro-local. Et on n'est plus capable de détricoter le global et le local. Le local est dans le global est dans le local. Ça, c'est ce qu'on appelle le transcalaire. C'est-à-dire que vous avez des processus qui traversent l'ensemble des niveaux géographiques et des niveaux politiques qui y sont associés. Du coup, ça vous pose d'emblée un problème de gestion. Parce que vous avez beau vouloir gérer local, ce n'est pas parce que vous gérez tous les problèmes locaux que vous aurez le global. Et ce n'est pas parce que vous résolvez le problème au niveau global que vous avez résolu le problème au niveau local. Il y a un autre aspect, c'est la logique, et ça qui vous intéresse en géopolitique, c'est la question transfrontalière. Dans l'économie, par exemple, les firmes, elles sont multinationales. Ça veut dire qu'elles restent dans un cadre national et qu'elles échangent. La nation reste là. Quand on est dans du transfrontalier, on ne s'occupe plus de savoir si on est national, français, machin, etc. Je vais vous donner un exemple très concret sur le terrorisme. La différence entre Al-Qaïda et Daesh. Le terrorisme, on est tous d'accord, ça n'a rien de neuf, hein, ça date, voilà. On part du terrorisme de masse. Al-Qaïda, qu'est-ce que c'était ? C'était un mouvement qui avait des franchises à la McDo dans tous les pays. Vous aviez Al-Qaïda France, Al-Qaïda Maghreb, Al-Qaïda machin. Daesh, eux, ils sont transnationales. Alors, je passe sur l'idéologie des frontières chez Daesh parce que c'est un truc absolument passionnant, mais voilà. Mais quand vous êtes dans Daesh, vous êtes dans du terrorisme global. Il n'y a pas Daesh France. Il n'y a pas Daesh Mexique ou Daesh États-Unis. Il y a Daesh. On change de logique. On est dans quelque chose qui est transfrontalier, transnational. Sauf que tout notre monde politique, il est pensé, je vous l'ai dit au départ, sur le cadre de l'État-nation. Et donc d'emblée là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Regardez les conférences internationales sur le climat. Elles sont internationales. Et on a la Chine, on a le Japon, on a l'Inde, où on a des groupements d'États. Les petites îles, les pays de la rainforest, etc. Oui, mais le problème, il est global, il est transcalaire, il est transfrontalier. Le climat, ce n'est pas parce que vous avez géré le climat au niveau des États-Unis que vous avez géré le climat à côté. Et donc vous voyez d'emblée qu'on a là on a là un vrai problème qui fait que la globalisation du monde, ce n'est pas simplement une transformation d'échelle, ce n'est pas juste un changement d'échelle, ce n'est pas juste quelque chose qui fait que le monde est de plus en plus grand. C'est quelque chose qui fait changer la nature des problèmes. Et les cadres aujourd'hui que nous avons pour appréhender ces problèmes, les cadres politiques, ils sont ceux de la mondialisation. Ils sont très faciles sur la mondialisation, parce que simplement, on rajoute des gens autour de la table. C'est facile de mettre des rallonges sur une table.
Mais le problème à gérer aujourd'hui, il n'est plus de la nature des problèmes mondialisés, il est un problème globalisé. Et que ça soit pour le capitalisme, vous savez, quand il s'agit de réguler les paradis fiscaux, les entreprises, etc., que ça soit pour le terrorisme, que ça soit pour le climat, eh ben on tombe face à ce problème de la complexité. Alors ça, déjà, c'est un peu théorique, je suis désolée, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Moi, je vais rajouter une couche à la fusée, c'est le cas de le dire. Je vais vous parler de planétarisation. Et là, on va basculer du côté de l'environnement. Qu'est-ce que j'appelle la planétarisation? J'appelle ceci. Ça vous paraît peut-être complètement évident, parce que vous êtes né avec ces images-là. Je ne sais pas de quand datent vos parents, mais moi, les miens, à votre âge, ils n'avaient jamais vu la Terre. La seule Terre qu'ils avaient vue, c'était celle de Tintin. Si vous regardez la Terre de Tintin, il n'y a pas de nuages, elle est bleu ciel, il y a des continents. Voici ce que voient un jour les Américains d'abord, puis le monde entier. On est en 68, vous imaginez 68, pendant qu'on dépave Paris, on voit arriver pour la première fois, on voit la Terre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux et fascinant. On voit la Terre et on voit ça. Pour la première fois, on voit une image complète de la Terre qui n'est pas une image, alors ça, on est en 72, qui n'est pas une image recomposée. On voit ce qu'on appelle la bille bleue. Pour vous donner une idée, le premier cliché de la bille bleue qu'on a, c'est en 72. Le deuxième cliché de la bille bleue qu'on a, c'était l'été dernier, où on a envoyé un satellite. Pour avoir en fait ce cliché, il faut qu'on ait un satellite à un endroit très précis pour prendre d'un seul tenant la planète Terre. Le deuxième cliché, c'était l'année dernière, en 2015, à l'été. Alors l'année dernière, c'était une grande année, parce qu'on a posé un petit robot sur une comète, on envoie des robots sur Mars, on envoie des sondes qui arrivent enfin pour nous parler de Saturne, Jupiter et compagnie. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire que si on reprend cette histoire de la colonisation du monde par l'homme, on arrive à la fin du 19e siècle, au début du 20e, avec l'idée qu'on a un monde qui est fini. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde qui est fini? Ça veut dire que l'espèce humaine est allée partout. On est allé sur les pôles, on est allé au Groenland. La géopolitique du monde fini, c'est l'idée qu'on a bouclé la boucle, on a fait le tour du monde, c'est bon, et qu'on a tout colonisé. Alors avec plus ou moins d'efficacité, mais l'homme est allé partout. Et du coup, à ce moment-là, quelle est la nouvelle frontière? Puisqu'on a repoussé les frontières de l'Œcumène, les limites de l'Œcumène, la nouvelle frontière, c'est l'espace. Et ça, c'est le triomphe du projet moderne. Le triomphe du projet moderne, c'est grâce à la science et à la technique, on va pouvoir devenir comme maître et possesseur de la nature. On a enfin fait le tour de la Terre, on s'est enfin rendu maître du... Alors il reste encore les océans. Enfin, globalement, on est allé partout. Et quand on arrive dans les années 60-70, fin des années 60, on a enfin réussi, grâce à la science, l'ultime dépassement de notre condition humaine. Vous vous souvenez, la séparation à la Renaissance entre le sublunaire et le lunaire. Là, ça y est, on s'est arraché à la Terre et on peut aller enfin vers l'espace. Et la prochaine frontière, c'est l'espace. Regardez Star Trek, c'est exactement ça. On peut partir vers l'espace. Et qu'est-ce qu'on voit sur la planète? On voit d'abord une petite boule toute bleue, toute petite, toute minuscule, microscopique dans l'univers immense et infini. On était le centre du monde, on devient un grain de poussière dans l'univers, dont on se rend très vite compte que si vous regardez sur cette photo, il n'y a pas d'hommes. La Terre peut se passer des hommes. Par contre, on se rend compte aussi que les hommes, eux, ils ne peuvent pas se passer de la Terre. On est tous embarqués sur le même vaisseau. Et ce qui était le signe de la fin du monde, le monde fini, c'est-à-dire l'ouverture vers l'infini, va complètement basculer vers l'idée que si vous regardez cette planète, effectivement, elle est finie, au sens où elle est limitée, au sens où ses ressources sont limitées, nous n'avons qu'une planète,
au sens où la nouvelle frontière, c'est d'abord la frontière qui nous enferme à l'intérieur de la Terre et qui fait que nous avons une communauté de destin, certes entre les individus qui vivent sur la Terre, c'est-à-dire notre espèce et les autres espèces animales, végétales, mais aussi avec la planète. Et donc là, au moment même où cette photo pourrait signifier l'affranchissement de l'espèce humaine, de toutes ces contraintes, le triomphe de la modernité, et bien boum, c'est le retour sur Terre et le retour est brutal. Le retour est brutal parce qu'on se rend compte de l'enfermement planétaire. Et ce qui était la fin comme achèvement devient la finitude. Et si vous vous souvenez, la modernité, elle naît de la prise de conscience de la finitude humaine par rapport à l'infini divin. Et bien là, on se rend compte que la finitude humaine, peut-être que l'homme a des possibilités infinies, mais la finitude, cet infini de l'homme, elle est contrainte par la finitude de la planète. À la fois sa frontière physique et à la fois sa limitation en termes de ressources. Et vous voyez, je vous ai mis ici les deux tableaux de Vermeer. Vous les connaissez sûrement, l'astronome et le géographe. Qu'est-ce que c'est que l'astronome et le géographe? C'est deux représentations du monde. Au moment de la Renaissance, vous avez une séparation entre d'un côté les sciences sociales et de l'autre les sciences physiques. Entre d'un côté la nature et de l'autre la société. Entre d'un côté le géographe, qu'est-ce qu'il fait le géographe? Il a des cartes, c'est-à-dire qu'il a déplié le globe, il a mis à plat pour avoir une surface qu'il va pouvoir conquérir par le mouvement de colonisation. Au contraire, l'astronome, lui, il s'occupe des boules, c'est-à-dire des sphères, c'est-à-dire des corps célestes. Le XXe siècle, c'est le moment où la surface de la Terre se remet à coïncider avec le globe planétaire, le globe physique. Autrement dit, c'est le moment où on redécouvre que la Terre, c'est aussi du naturel. Regardez les cartes. Quand vous regardez les cartes du monde, il y a très rarement figuré dessus les aspects physiques, ou alors c'est des cartes thématiques. Quand on vous donne un planisphère, on vous donne des découpages entre États. C'est bien le signe qu'on vous donne la géopolitique du monde, la colonisation de ce monde. On ne vous donne pas son contenu matériel. Pour la première fois là, c'est un changement complet dans les représentations que nous avons du monde. Et ce changement, il se marque effectivement par l'idée que, d'une part, la planète est limitée, d'autre part, que le bouclage qui permettait d'aller partout et qui était le signe de notre puissance devient une prison, que troisièmement, l'espèce humaine est tout à fait contingente. Vous imaginez l'angoisse? Au moment où on pensait être les maîtres du monde, on se rend compte qu'en fait, la planète n'a pas besoin de nous. Et dernièrement, que les humains partagent une communauté de destin avec les non-humains et avec le reste de leur environnement. Et bien ça va créer une angoisse absolument terrible parce qu'on se rend compte d'abord de quoi? D'abord que nous sommes une espèce. Là aussi, les termes, ils ont une importance. Toute la modernité, c'est l'affranchissement de l'espèce. C'est l'individu qui prime sur l'espèce. Vous vous souvenez de Kant, la valeur absolue de l'homme. Oui, certes, nous sommes des animaux, mais tout le processus de civilisation nous extrait de notre condition animale. Or, qu'est-ce qu'on a là? On est une espèce. Oui, mais si on est une espèce, il n'y a plus de valeur absolue de l'homme. Et là, du point de vue éthique, c'est vertigineux. Parce que qu'est-ce qui justifie que l'on protège des individus plutôt que des animaux, par exemple? Et c'est toute la réflexion aujourd'hui qui émerge sur le rapport au non-humain, le rapport à l'animal. Puisque nous sommes dans un univers fini, ça veut dire que nous risquons nous-mêmes de mourir. Notre espèce, mais aussi nous en tant qu'individus. Et là apparaît le temps de l'angoisse de cet avenir incertain où on se rend compte qu'on est tout petit, au milieu d'une toute petite boule qui n'aurait peut-être pas dû être là. Et donc on retombe effectivement dans la contingence. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir une émergence de discours apocalyptiques. Et typiquement, dès les années 50, vous avez des scientifiques qui vont... Alors c'est vraiment des termes d'apocalypse. On parle par exemple de jugement dernier. Il y a tout un vocabulaire millénariste derrière. On va tous mourir en gros, pour faire simple. Cette idée que finalement d'emblée, on revient à un temps d'angoisse où l'environnement, la planète, etc., deviennent des sources de menaces. Et plus que la peur, c'est de l'angoisse. La différence entre la peur et l'angoisse, c'est que la peur, la peur, elle a un objet.
La peur, elle est identifiée par rapport à un objet précis. L'angoisse, c'est un sentiment diffus. On ne sait pas trop bien ce qui va nous arriver, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a en face, mais on a peur. On a peur pour nous, on a peur pour nos proches, on a peur pour les générations futures. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le terrorisme. On est angoissé, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et alors, cette planétarisation, du coup, elle crée quelque chose de nouveau dans notre rapport au monde. C'est que vos générations, plus encore que la mienne et évidemment beaucoup plus que les précédentes, pour vos générations, le monde, ça existe. Les géographes parlent même d'avènement du monde avec une majuscule. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde devient effectivement un espace de référence. Le monde, c'est le nom d'un lieu. On vous a parlé du village global. Le monde, c'est un lieu. Il existait des mondes. Le monde romain, le monde grec, le monde musulman, le monde protestant, le monde arabe, le monde tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, la planète, la surface terrestre, elle a un nom, c'est le monde avec une majuscule. Et du coup, vous pouvez effectivement vous dire citoyen du monde. Or, dans ce monde avec une majuscule, il y a une dimension supplémentaire qui est celle de la planète. C'est l'idée que la nature est à nouveau présente, que la dimension physique des éléments joue un rôle dans notre rapport à ceux qui nous entourent. Or, ce monde, il est complexe. Il est complexe parce que processus de globalisation. Et qu'est-ce que j'appelle la complexité ? La complexité, pour faire simple, c'est la différence entre l'éventail et le tapis. Dans la modernité, et depuis que vous êtes tout petit, on vous explique les choses. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer en latin ? Ça veut dire qu'on déplie. Vous avez un éventail qui est tout plié, et puis on vous déplie. Et pour plier, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une opération très simple qui s'appelle l'analyse. L'analyse, c'est le découpage. On série les questions. Vous avez des problèmes bien emberlificotés, vous les découpez, vous les analysez successivement, et ensuite vous faites ce qu'on appelle une synthèse, vous les remettez ensemble. Quand vous expliquez, vous ne faites que déplier l'éventail. Or, en latin, ça c'est explicare, analyser. En latin complexe, ça ne veut pas dire plier ensemble, ça veut dire tisser ensemble. Et si vous comparez le tapis et l'éventail, vous allez comprendre la différence. Si vous voulez déplier le tapis, vous avez deux solutions. Soit vous l'analysez, c'est-à-dire que vous le découpez en petits bouts, il n'y a plus de tapis. Soit vous tirez sur le fil, il n'y a plus de tapis non plus. La différence entre l'éventail et le tapis, c'est que si vous voulez déplier l'éventail, vous ne cassez pas l'éventail. Si vous voulez expliquer le complexe, vous tuez le complexe. Il n'y a plus de complexe. Alors le complexe, c'est compliqué au sens commun du terme. Et on vous le dit d'ailleurs, les choses sont complexes. Oh là là, c'est difficile à expliquer à la télé. Vous imaginez, on a 3 minutes pour expliquer des trucs où il faut 3, 4, 6 heures pour pouvoir... Donc on n'explique pas aux gens. 140 signes. 140 signes pour expliquer le complexe. Alors que votre tapis, structurellement, vous n'arrivez pas à le défaire. Vous imaginez notre société dans laquelle c'est ? Vous imaginez l'angoisse ? L'angoisse parce qu'on ne comprend plus. Va expliquer ce que c'est que la globalisation financière. Bonjour ! C'est super compliqué. Même les gens qui travaillent dessus, ils ne comprennent pas ce que c'est. On essaie, on en a des bouts. Je vais vous expliquer le système planétaire. On se met aujourd'hui, puis à la fin de l'année, on est toujours là en train d'essayer d'expliquer les interactions, rétroactions, machin, entre les différentes composantes de l'atmosphère et du truc. Et donc cette complexité-là, en fait, elle va traverser l'ensemble du monde dans lequel nous vivons. Ce monde avec une majuscule. Ce nouveau monde, ce nouveau référentiel qui est le nôtre. Ce monde, c'est le produit de la planétarisation, de la globalisation et de la mondialisation. Et c'est dans cette rencontre entre 3 processus distincts que naît le monde dans lequel nous vivons. Alors, ça je passe parce que voilà. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans ce monde-là, bien, il y a une notion qui va émerger qui est ce qu'on appelle l'incertitude. Au départ, l'incertitude, c'est ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas. Alors pourquoi on ne sait pas ?
D'abord parce que parfois, on manque de données ou d'outils. Je ne sais pas prévoir, je ne sais pas moi, je ne sais pas prévoir les crues de la Seine parce que je n'ai pas le bon modèle. Je ne sais pas prévoir l'évolution de l'économie parce que je n'ai pas les données suffisantes. Là, c'est facile. Le progrès des sciences et des techniques permet peu à peu de combler les lacunes. Vous ne savez pas, par exemple, que vous ne comprenez pas Daesh, parce que vous n'avez pas de données sur Daesh. Donc on va envoyer des chercheurs travailler sur Daesh, et puis ils vont récolter de la donnée sur qui sont les terroristes, d'où ils viennent, etc. Et vous allez avoir des informations. Il y a par contre des choses qu'on ne peut pas prévoir structurellement. Ça fait aussi partie de l'incertitude. Par exemple, le temps qu'il fera, on ne peut pas prévoir le temps qu'il fera à plus de tant de jours. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle des systèmes chaotiques. Donc je connais parfaitement les lois qui régissent le climat, l'atmosphère, etc. Mais je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Je vous donne un exemple assez canonique. Vous jouez au billard, d'accord ? Quand vous jouez au billard, si vous voulez prévoir la trajectoire de la boule, on connaît parfaitement les lois qui régissent la trajectoire des billes. Sauf que si vous changez un tout petit peu la trajectoire originale, vous tapez la bille un peu, au bout de 2, 3, 10, 15 rebonds, votre balle, elle est complètement ailleurs. C'est ce qu'on appelle un système chaotique. Il existe aujourd'hui des systèmes dont on ne peut pas prévoir l'évolution de façon structurelle, alors même qu'on connaît exactement les lois qui les régissent. Troisièmement, l'incertitude, c'est l'imprévu. La panne, la défaillance. Truc qui arrive, vous avez une crise, dans la crise, il y a toujours des trucs imprévus. C'est comme ça. Vous avez tout prévu, et boum, il y a un truc qui ne marche pas. Vous n'y avez pas pensé. Et puis, alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Nos sociétés, enfin, les gens normalement, les gens qui nous dirigent, etc., savent a priori qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas. Et puis, il y a les choses qu'on ne sait pas qu'on ne les sait pas. On n'est même pas au courant qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si vous... Enfin, ça devient un peu compliqué, mais... Et de fait, la complexité crée justement cette imprévisibilité qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas savoir. On a des grands pans d'inconnus, d'imprévus, d'imprévisibles, d'invisibles, qui font que la façon de décider a complètement changé. Pourquoi ? Parce que, historiquement, l'incertitude, ça a toujours existé. C'est un truc, voilà. Toutes les sociétés ont mis en place des réponses à l'incertitude. La procession, par exemple, la procession religieuse, c'est une réponse à l'incertitude. Alors vous allez me dire, c'est complètement stupide d'aller, enfin, sauf si vous croyez en Dieu, mais a priori, d'aller promener une statue autour de l'église pour demander qu'il pleuve, etc., vous dites, c'est quand même pas super efficace. En fait, c'est génial comme idée. Parce que, effectivement, on ne fait pas le tour de l'église pour demander à Dieu qu'il pleuve. On fait le tour de l'église pour se rappeler qu'on est une communauté, qu'on est soudé, qu'il y a un pouvoir religieux, qu'il y a un pouvoir politique, que chacun est à sa place, que chacun est dans son rang et dans son ordre. C'est extrêmement important. Quand vous avez votre doudou, que vous venez passer un concours avec votre doudou, ou je ne sais pas quoi, votre porte-bonheur, votre plume à la Dumbo, c'est une façon de lutter contre l'incertitude. Il se trouve que la modernité, elle a mis en place une notion qui permet de lutter contre l'incertitude, c'est le risque. La modernité, en gros, c'est un contrat social entre vous et un pouvoir. Ce pouvoir vous assure la sécurité et en échange, vous lui obéissez et vous lui déléguez votre souveraineté d'individu. Et pour assurer votre sécurité, ce pouvoir s'appuie sur une catégorie mentale qui s'appelle le risque. Le risque, c'est une notion qui n'existe pas avant la modernité. D'ailleurs, c'est un mot qui n'existe pas dans toutes les langues. Si vous allez au Japon, par exemple, le risque, ça n'existe pas. Le risque, c'est l'idée que vous allez pouvoir contrôler, maîtriser le hasard par un certain nombre de processus. Et ces processus, quels sont-ils ? Ce sont des processus tirés de la rationalité économique et de la rationalité scientifique. Et vous retrouvez ici les trois piliers de la modernité que sont l'État. C'est l'État qui est garant des risques, c'est l'État qui contrôle les risques. Le marché
Puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est que la gestion des risques? C'est de faire du calcul coût-bénéfice. C'est de calculer des probabilités d'occurrence de certains phénomènes aléatoires, de regarder ensuite si les mesures qu'on prend pour lutter contre ces phénomènes aléatoires sont rentables du point de vue économique. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans des digues? Oui, si en moyenne, les digues, elles vous coûtent moins cher que les catastrophes naturelles. Non, si ça ne coûte pas plus cher. Et la science, évidemment, derrière, parce que c'est la science qui va vous calculer les probabilités d'occurrence, et c'est la science qui va vous produire les solutions techniques de contrôle de ces menaces. Donc le risque, c'est finalement une notion, un outil, un instrument qui est au fondement de nos sociétés modernes occidentales. De la modernité en tant que projet philosophique, politique, économique et scientifique. En tant que projet civilisationnel, je dirais. Nous vivons dans des sociétés du risque. Ça veut dire des sociétés dans lesquelles le risque est devenu un instrument de gouvernement, ou plus exactement encore, pour reprendre les mots de Foucault, de gouvernementalité. Le risque, c'est un instrument au service de la raison d'État. C'est un instrument au service des gouvernements. Et parce que l'État est garant des risques, parce que l'État vous assure la sécurité face aux risques, alors l'État est légitime. Alors l'État peut s'affirmer souverain sur le territoire. Alors après, ça peut passer soit par des risques qui sont portés collectivement, c'est les assurances, la sécurité sociale, pour faire simple, c'est l'État-providence, ou individuellement par des assurances qui vont reprendre la main. Mais du coup, ça veut dire que vous ne vivez plus dans la peur. Vous ne vivez plus dans la peur puisque l'État assure votre sécurité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'État au lendemain du 13 novembre? C'est d'empêcher les terroristes d'eux. Est-ce que, franchement, ça n'a aucun sens? Vous n'empêcherez jamais un guignol de se faire sauter ou de prendre une kalachnikov et de tirer sur tout ce qui bouge. Mais on veut de la sécurité. On veut, c'est, vous savez, le fameux idéal du risque zéro, dont vous vous répétez à chaque catastrophe qui n'existe pas. Mais cet idéal du risque zéro, il est au fondement de notre pacte politique. L'État doit garantir notre sécurité. Si demain l'État ne garantit... Imaginez un État qui arrive et qui vous dise « je ne vous garantis plus la sécurité », il n'y a plus besoin de les lire. Au revoir monsieur, partez, qu'est-ce que vous voulez qu'on s'en fasse? Si on accepte, nous, de réduire toutes nos prérogatives et nos libertés, c'est bien parce que vous nous assurez la sécurité. Si demain vous n'assurez plus la sécurité, qu'est-ce que j'ai besoin que vous soyez là? Alors ça va de la sécurité alimentaire à la sécurité affective, environnementale. Ça peut être très large. Mais l'État devient un garant, un assureur, si vous voulez, du risque. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, du fait de cette mondialisation et du fait de cette complexification du monde, on assiste à une globalisation des menaces. Qu'est-ce que j'appelle par là? Vous avez tous entendu dire que la mondialisation était à l'origine de risques. C'est vrai. Par exemple, on sait très bien que la mondialisation en tant que processus de mise en relation de tous les lieux de la planète demande de consommer de l'énergie, en particulier des énergies fossiles. Ces énergies fossiles, c'est à l'origine de risques environnementaux, marées noires, réchauffement climatique, etc. De la même façon, les OGM, la mondialisation des OGM, c'est le fait qu'on colle maintenant des OGM partout, même au-delà de nos frontières. Des frontières dans lesquelles, ils ont été fabriqués. La globalisation du capitalisme financier, c'est les effets dominos, c'est ce qui fait que les subprimes en 2008 aux États-Unis, ça a des effets dans des communes françaises qui n'ont jamais vu un Américain de leur vie, parce qu'elles ont pris des empreintes toxiques, etc. Donc ça, c'est vrai. La mondialisation crée des risques pour la planète. Mais moi, ce dont je vous parle, ce n'est pas ça du tout. Je vous parle l'idée d'un changement de nature des incertitudes. Pourquoi? On a d'abord un changement d'échelle des risques. Pour la première fois, on se met à penser les risques comme quelque chose de mondial. Déjà avec Al-Qaïda, c'était le cas. Jusqu'à présent, le terrorisme, c'était les Palestiniens, c'était les Irlandais, c'était des actes isolés en Inde ou machin. Il n'était pas mondial. 9/11, c'est le moment où on se rend compte que le terrorisme a une échelle mondiale. On s'en rend compte d'autant plus qu'on comprend aussi qu'il existe une opinion publique mondiale. Je vous donne l'exemple du tsunami de 2005. Vous savez, Noël 2004, janvier 2005. En 2005,
je crois que c'est le Premier ministre de la Suède qui dit « c'est une catastrophe nationale », parlant d'un tsunami qui a lieu à Banda Aceh. Pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est une des catastrophes naturelles qui a créé le plus de victimes suédoises, parce que les Suédois étaient sur les plages à cause du tourisme mondialisé. Regardez aujourd'hui, le monde entier, je suis Paris, je suis Charlie, en toutes les langues. Donc on est dans cette idée d'une opinion mondiale qui, par la presse et les médias, fait qu'effectivement vous êtes informés en temps réel. Alors vous, enfin nous en fait, c'est-à-dire les Occidentaux intégrés dans la mondialisation, on ne parle pas des gens qui ont voté justement Trump dans certains endroits isolés, qui eux peuvent être des exclus. Mais globalement, les risques, et par leur extension et par leur diffusion, deviennent d'échelle mondiale. Je vous donne un autre exemple, les épidémies. Les poulets vous savez, le SRAS, les volailles de Chine, qui fait que vous vous retrouvez avec des épidémies de H5N1 qui se baladent partout à cause des avions. Ou le SRAS qui commence en Asie, qui part au Canada, etc. Il vous suffit de regarder les flux migratoires pour comprendre, mondialisés, pour comprendre l'évolution des épidémies. Mais derrière, en fait, ce changement d'échelle, il marque une transformation profonde de la nature des menaces qui sont aujourd'hui notre quotidien. Et cette transformation, elle est triple. Premièrement, c'est que les menaces aujourd'hui se caractérisent par des processus de contagion rapides. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle des effets dominos. Vous savez, c'est la publicité du sucre quand on était gamin, où on poussait le domino, il y avait tout qui s'effondrait. Deuxièmement, il se caractérise par des rétroactions. C'est-à-dire qu'un impact de A sur B fait que B me renvoie un impact dans l'autre sens. Je vous donne l'exemple du changement climatique. Vous détruisez le climat et le climat a un impact en retour ou plusieurs impacts sur vous. Il n'y a pas des chaînes linéaires, c'est des chaînes avec des allers-retours sans cesse. Troisièmement, c'est que dans ces menaces, on n'arrive plus à faire la part entre le local et le global. Des choses qui se passent au niveau local ont des impacts sur le système englobant, des choses qui se passent au niveau du système englobant ont des impacts micro-locaux. Vous plantez un avion dans des tours jumelles et vous avez une guerre en Afghanistan qui se propage et vous avez comme ça des effets en chaîne qui sont décalés dans le temps et dans l'espace. Et c'est ce qui caractérise les menaces contemporaines. Premièrement, elles sont invisibles. Vous ne voyez pas le changement climatique. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas voir les subprimes. Vous ne pouvez pas voir les épidémies de SRAS ou de H5N1. Vous ne voyez même pas le terrorisme. Vous en voyez les effets une fois qu'ils sont là, mais c'est trop tard. On n'a rien vu venir. Bien sûr qu'on l'a vu, on a eu des indices, mais on ne voit pas les conséquences en chaîne. Un attentat en janvier, et qu'est-ce qui se passe 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard? L'élection de Trump, c'est exactement ce que Peter vous disait. Qu'est-ce que ça va donner comme effet en chaîne? Rappelez-vous l'élection de Bush, parce qu'on parle de Trump. Mais, enfin, vous ne vous souvenez pas, vous étiez trop petit, mais la tête qu'on a fait quand George Bush a été élu, en France, c'était à peu près du même niveau. La tête que lui a fait quand il a vu les tours s'effondrer, et ce que ça a eu comme conséquence des années et des années après. Elles sont imprévisibles. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer avec le changement climatique. Je ne peux pas. Vous êtes aujourd'hui face à des menaces où les experts vous disent « je ne sais pas ». Vous imaginez, un expert, par étymologie, c'est celui qui sait. Et la seule crédibilité que peut avoir un expert aujourd'hui, c'est de vous dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que sera l'économie mondiale, je ne sais pas ce que sera l'ordre géopolitique, je ne sais pas ce que sera l'ordre sanitaire, je ne sais pas ce que sera le climat. Elles sont irréversibles par contre. Typiquement en environnement, alors irréversible ça veut dire à l'échelle d'une vie humaine, mais c'est ce qui nous intéresse. Vous détruisez une espèce, alors je veux bien qu'on apprenne à les cloner, mais pour l'instant on ne sait pas le faire. Vous détruisez un monument historique, vous détruisez une économie, vous détruisez une langue, une civilisation, c'est irréversible. Et elles ont des effets décalés dans le temps et dans l'espace. Comment vous les pensez? Je vous donne l'exemple sur lequel je travaille. Moi, je suis spécialiste des crues de la Seine. Jusqu'à présent, quand on parlait de crues, on se disait une crue, c'est de l'eau qui déborde, c'est une inondation, enfin une crue provoque une inondation. Ça vous inonde Paris, il suffit de regarder la zone inondée. Alors effectivement, là j'ai 850 000 personnes qui vont avoir les pieds dans l'eau, très bien. Une crue de la Seine, en fait, ce n'est pas 850 000 personnes qui ont les pieds dans l'eau, c'est 5 millions de personnes qui n'ont plus de transport, plus d'électricité, plus d'approvisionnement, plus d'assainissement, plus d'école, plus rien. Si je regarde la crue de la Seine, on me dit à 48 heures, c'est 30 milliards de dommages. À 5 ans, c'est 3% de PIB.
3% de croissance, hein, ça fait pas mal. Mais à 10 ans, quels sont les effets? Là, quand on regarde certaines catastrophes comme Katrina ou comme... Franchement, on est 10 ans après, on ne sait toujours pas quelles sont les conséquences. Et donc, on a ces effets. Et alors, si vous avez une crue de la Seine, demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des entreprises qui se trouvent dans le sud de la France, qui se trouvent en Allemagne, qui se trouvent en Angleterre, qui vont fermer alors qu'elles n'auront pas vu une goutte d'eau. Après Fukushima, vous avez des entreprises françaises qui ont mis la clé sous la porte parce que c'était des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants, des entreprises japonaises qui avaient réduit leur production à cause du séisme et du tsunami. Donc vous vous retrouvez dans ces effets d'interdépendance qui font qu'effectivement, c'est décalé dans le temps, c'est décalé dans l'espace, que c'est imprévisible et que ça ne répond plus à nos schémas. Parce que moi, je suis un gestionnaire. Je gère au niveau de mon territoire. Vous êtes d'accord? Quand ça se passe sur le territoire du voisin, qu'est-ce que je fais? Et quand ce qui m'affecte dépend du territoire du voisin, qu'est-ce que je dis? Je ne peux rien dire parce que je ne suis pas souverain. Parce que la façon d'envisager les problèmes, elle est territorialisée, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans des périmètres de souveraineté juridique, politique, qui effectivement relèvent d'un ordre ancien qui n'est plus adapté à l'ordre des menaces contemporaines. Et du coup, ce qui caractérise notre société, c'est le basculement de cette situation de risque qui peut faire peur, mais qui finalement est cadrée, contrôlée, maîtrisée, à une nouvelle situation d'incertitude face à laquelle on n'a pas de réponse à apporter. Si ce n'est la croyance, si ce n'est la superstition, si ce n'est des modes prémodernes. Mais les recettes politiques, scientifiques, techniques, économiques qu'on avait mis en place pendant des siècles ne sont plus adaptées à ces nouvelles menaces. Alors là, je vous ai mis juste pour vous dire à quel point ça turlupine quand même les grands de ce monde. Là, c'est au forum de Davos. On voit que même Davos, ils définissent des risques globaux. Et dans ces risques globaux, vous avez des catastrophes naturelles, des crises financières, Vous voyez, on a un ensemble d'événements qui sont listés et qui sont considérés aujourd'hui comme des menaces globales, c'est-à-dire pas simplement d'envergure mondiale, mais bien ces menaces complexes à effet domino qui nous rebasculent dans une situation d'incertitude. Alors ça vous donne ça, pour vous montrer la complexité. Vous voyez mon tapis avec tous les trucs qui sont les uns dans les autres. C'est même difficile à représenter. Mais en gros, on voit que tout dépend de tout. Et vous savez, c'est l'effet papillon. Un petit machin qui dysfonctionne et plouf, il y a tout qui s'effondre. Alors évidemment, le passage de la société du risque à la société de l'incertitude, ce n'est pas juste un changement de vocabulaire. C'est un basculement majeur des représentations. Et là, je vous ai remis, ça c'est la période prémoderne. Vous connaissez peut-être l'historien Jean Delumeau. Si vous n'avez pas lu les ouvrages sur la peur, c'est absolument fascinant. C'est comment les sociétés prémodernes font avec ce que nous on appellerait aujourd'hui risque, ils font avec cette peur qui est omniprésente. Et on voit les processions, je vous en ai parlé, les Vierges de la Miséricorde, etc. Aujourd'hui, évidemment, ça je vous en ai parlé, on n'a plus ça. On n'a plus rien à opposer à cette peur irrationnelle. Et donc, on retombe en fait dans l'irrationalité alors même qu'on essaie justement de la dépasser dans nos sociétés. Et donc là, Et donc la question, c'est comment vous gouvernez les risques globaux. Et là, on arrive au problème éthique. Parce que, évidemment, face à ces risques globaux, il y a une façon de réfléchir qui est la façon de l'urgence. Et là, je vais parler du climat. En 2007, vous vous souvenez peut-être du pacte écologique de Nicolas Hulot, qui a été signé par tous les candidats, ou peut-être pas Marine Le Pen, mais... Et pacte écologique où il nous dit « il faut agir, il y a urgence, il y a péril à la demeure. Il n'est plus temps de discuter, il faut agir. » Avec tout le respect que j'ai pour Nicolas Hulot, l'idée même qu'il n'y a plus de temps pour discuter, c'est la fin de la démocratie. Et c'est ce que disait, et je reboucle avec ce que disait Peter en début de séance. Le jour où vous arrêtez de discuter, il n'y a plus de démocratie. Le jour où le consensus est obtenu au nom de ce que vous voulez, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, ça suppose un débat public entre des citoyens éclairés. Tous les mots comptent. Tous les mots comptent.
Le débat, ce n'est pas du dialogue. Le débat, c'est un échange d'opinions contradictoires. Le dialogue, si vous avez fait un peu de philo, souvenez-vous de Platon, c'est on se met ensemble, on essaie de parler avec les mêmes mots et de se mettre d'accord sur les mots. On avance ensemble, on partage. Le dialogue entre les civilisations et les cultures, c'est ça. Oui, on sait qu'on est différents, mais on va échanger pour se mettre d'accord sur un vocabulaire commun. Le débat, c'est autre chose. Ce n'est pas la polémique. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il y a des polémiques. Le débat, c'est un échange argumenté d'opinions fondées en raison contradictoires qui suppose donc le dissensus. Dans une démocratie, on n'est pas d'accord. Le jour où vous êtes d'accord, c'est qu'il y a un problème. On part du dissensus. Ce débat doit être public. Ce n'est pas une affaire de back-office, ce n'est pas une affaire d'experts, ce n'est pas une affaire de technocrates, ce n'est pas une affaire de normes juridiques. Ce sont des citoyens éclairés. Et là aussi, c'est important, des citoyens éclairés. Ça veut dire des citoyens à qui on a donné les moyens d'accéder à une information, mais qui ont les moyens de comprendre cette information. Donc, qui ont reçu une éducation, qui sont capables à un moment donné de s'orienter. Ce n'est pas juste le débat du café du commerce. Quand vous dites, au nom de l'urgence environnementale, par exemple, il n'y a plus de débat possible, vous tuez la démocratie. Alors évidemment, il y a un problème. C'est que face à ces menaces qui font peur, il y a urgence, et l'action suppose un délai. Le délai, il est contradictoire avec l'urgence. Le débat démocratique, ça prend du temps. Ça palabre beaucoup en démocratie. On cause, mais on a besoin de ces moments. On a besoin d'échanger ces opinions contradictoires. Or, qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous avez peur? On va gérer le truc, vous inquiétez pas. Mais il n'y a plus de discussion. Il ne faut pas discuter, c'est fini le temps de la discussion, c'est terminé, il faut agir. La démocratie, ça suppose des choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'exercice des libertés. Quand on vous dit qu'il n'y a pas le choix, c'est ce que vous disent tous nos gouvernements, il n'y a pas le choix. Si, il y a le choix. D'ailleurs, le choix, on est en train de le reprendre, alors avec des choix qui n'en sont peut-être pas des bons. Mais qu'est-ce qu'on nous propose? C'est des alternatives. Il n'y a pas le choix. Ah ben non, face au terrorisme, il n'y a pas le choix. Face au climat, il n'y a pas le choix. Bien sûr qu'il y a le choix. Bien sûr qu'il y a le choix. Face au changement climatique, on a le choix de dire on ne fait rien. On a le choix. Après, on peut considérer que ce n'est pas le bon choix. On peut ne pas être d'accord avec ce choix. C'est ce que vous disait Peter. On peut considérer que Trump n'est pas un bon choix, mais on doit avoir le choix de voter pour Trump. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Sinon, ça s'appelle une dictature. Vous avez d'ailleurs des penseurs qui sont complètement décomplexés à la matière, qui vous disent que pour régler les questions d'environnement et d'incertitude, la dictature, c'est top. Il n'y a plus de débat, là, vous agissez. Donc le premier problème, c'est effectivement l'impératif de l'urgence qui fait que vous renoncez à la démocratie. Avec derrière, moi, quelque chose que je trouve particulièrement inquiétant, qui est ce que j'appelle la rebiologisation du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, on revient au naturel. Tout est naturel. Le débat sur le mariage gay, c'était le problème de la nature. Comme si l'amour avait quelque chose à voir avec la nature. La sexualité, je veux bien. La reproduction, j'ai quelques doutes. Enfin, la nature, excusez-moi, la nature, quoi. La nature, je veux dire, vous aimez qui vous voulez, c'est pas la nature. On revient à une biologisation. Vous êtes des espèces. Moi, j'étais un individu jusqu'à présent. J'étais un être humain. Mais maintenant, je suis une espèce. Ça change tout. Quand je fais des bébés, je ne fais pas pour sauver... Enfin, j'adore l'espèce, c'est pas le problème, mais je ne fais pas un enfant pour prolonger l'espèce. J'en ai rien à faire de l'espèce. Le fait d'être une espèce, ça change quand même considérablement notre position dans ce monde. Et on a comme ça, effectivement, une biologisation des rapports sociaux. Pourquoi une biologisation? Parce que tout le vocabulaire qui va être employé aujourd'hui est un vocabulaire qui va être emprunté à l'écologie botanique. Là, je vais vous donner un exemple très précis sur lequel je travaille. J'ai encore 5 minutes. Exemple très précis, c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, on en avait beaucoup entendu parler au moment du 13 novembre. Paris est résilient. Vous savez, on fluctuat nec mergitur. On est résilient, on s'est relevé, etc. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est formidable. La résilience, c'est un mot qui vient des États-Unis, de l'anglais. En français, ça n'existe pas.
En français, résilier, ça veut dire abandonner, résilier un contrat, c'est je l'arrête. Donc c'est l'exact contraire de la résilience. Résilience, au départ, c'est un terme qui vient de la physique, qui est passé par l'écologie, la psychologie. C'est l'idée que, en gros, quand vous subissez un choc, un traumatisme, une perturbation, eh bien, vous ne vous effondrez pas, vous ne disparaissez pas, vous allez vous relever. Vous allez rebondir. En latin, résiliere, c'est rebondir, bondir en arrière. Alors, vous pouvez rebondir de plein de façons. Hein. Vous pouvez rebondir en bien. Enfin, je vais vous donner l'exemple de la rupture. Vous vous faites larguer par votre petit copain ou votre petite copine, d'accord? Bon, vous pouvez vous suicider. Vous n'êtes pas résilient. Vous pouvez vous en sortir. Alors, vous pouvez vous en sortir en devenant un légume dépressif jusqu'à la fin de votre vie, voire un assassin pervers, un dictateur sanguinaire. Mais c'est une forme de résilience. Vous pouvez, au contraire, décider de devenir Mère Teresa, de sauver les lapins, de sacrifier, enfin, de vouer votre vie aux autres, etc. C'est une résilience qu'on peut considérer comme un peu plus positive. Vous pouvez retrouver un petit copain, une petite copine qui sera un abominable machin et vous serez resté au même état que le précédent. Ou au contraire, trouver un bien mieux, plus beau, plus riche, plus fort, plus intelligent, etc. Et c'est formidable. Donc vous voyez, dans la résilience, vous avez un ensemble d'états qui ne sont pas fixes dans le temps, mais qui sont des états auxquels on associe une valeur plus ou moins positive. Et c'est avec l'idée de dire que, oui, nous sommes vulnérables, c'est-à-dire que oui, nous sommes susceptibles de subir des dommages, des pertes, etc. Mais il existe quand même une porte de sortie qui est que malgré ces dommages, on va pouvoir s'en sortir, on va s'en sortir mieux. Et aux États-Unis, la résilience, il y a cette idée de plus beau, plus grand, plus fort. On subit une catastrophe. Cette catastrophe, elle nous marque, elle nous frappe. On va faire notre deuil, mais ensuite, on va en profiter pour rebondir et pour reconstruire en mieux, en plus grand. C'est le World Trade Center. Vous avez Ground Zero, on vous fait des tours plus grandes, plus belles, un réseau de métro plus fort, et vous avez un quartier qui est encore mieux qu'avant. Alors après, on peut discuter, hein, mais sur le principe, c'est faire plus beau, plus grand, plus fort. La catastrophe, du coup, devient une opportunité. Et donc ça, c'est formidable parce que ça veut dire que si vous êtes vulnérable dans le cadre de ces menaces globales, d'accord, on ne peut pas les voir, d'accord, on ne peut pas les prévoir, d'accord, on ne peut pas les gérer, mais ce n'est pas grave. On va être résilient, c'est-à-dire qu'à un moment, on va être suffisamment fort pour se redresser, rebondir, faire face. Bien, cette résilience, elle va poser deux problèmes. Enfin, elle n'en pose pas deux, mais moi, j'en vois deux. Premier problème, ça veut dire que vous acceptez la catastrophe. D'emblée. C'est ce qui arrive aujourd'hui sur le terrorisme. On ne vous dit plus, on va pouvoir empêcher le terrorisme. Enfin, il y a quelques guignols qui vous expliquent qu'ils vont mettre des caméras partout, des soldats partout. Mais la plupart aujourd'hui des responsables politiques vous disent il va falloir apprendre à vivre avec. Or, il va falloir apprendre à vivre avec, ça veut dire que vous acceptez quelque chose qui jusque-là était inacceptable. Je ne me prononce pas sur le bien fondé intellectuel de la chose, je dis juste que c'est un glissement. On vous impose qu'il faut aujourd'hui accepter l'incertitude. Et plus largement, vous vivez dans un monde où on vous explique qu'il faut accepter l'incertitude, qu'il faut accepter l'instabilité, qu'il faut accepter le changement. Alors même que nos parents, nos grands-parents ont vécu dans l'idée que la stabilité et la sécurité étaient un idéal de vie, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où on nous explique que vous voulez être fonctionnaire? Quelle horreur! Vous ne voulez pas changer 15 fois ou 20 fois de boulot dans votre vie? Vous voulez vous marier? Vous ne voulez pas avoir 36, faire du polyamour ou je ne sais pas quoi? Vous voulez acheter une maison? C'est tellement mieux de déménager tous les ans. L'instabilité, ce qu'on appelait avant la précarité, l'instabilité devient une valeur positive. Puisque nous vivons dans un monde incertain, il faut apprendre à changer tout le temps. Et face à cette instabilité, il y a une deuxième idée, c'est que vous devez devenir adaptable. Vous devez être adaptable. La flexibilité, la souplesse, ça, ce sont des valeurs positives. Contre la rigidité, des acquis. Ah, c'est horrible les acquis. Non, il faut faire des révolutions. Il ne faut plus faire de révolutions d'ailleurs. Il faut faire des réformes pour accroître la flexibilité. Et si vous regardez bien, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un transfert des coûts de la sécurité du collectif aux individus.
Là où jusqu'à présent on vous disait qu'il y a un État-providence qui met ensemble des gens, qui organisent des systèmes de solidarité collective, c'est la sécurité sociale, ce sont les individus qui vont devoir s'adapter au nom de l'empowerment, c'est-à-dire de leur capacité à se prendre en main. Parce que ça, c'est positif. Alors évidemment, on fait de l'économie des conditions dans lesquelles vous êtes capable de se prendre en main. Parce que, évidemment, vous êtes jeune, intelligent, riche et beau, c'est beaucoup plus facile d'être flexible que quand vous êtes vieux, malade, dans un pays en voie de développement, appartenant à une minorité dominée. Vous voyez, il y a quand même des... Voilà. Mais on passe vers les individus. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus qui ne sont plus adaptables, ils sont inadaptés. Et ils sont biologiquement inadaptés. Ce sont des vulnérables qui sont biologiquement condamnés à cet état de vulnérabilité. La vulnérabilité, ça devient une pathologie. Et la flexibilité, la souplesse, l'adaptation, l'adaptativité devient une capacité de ceux qui s'en sortent, de ceux qui sont résilients. Avec derrière des lectures morales et des culpabilités. Il y a les bonnes victimes qui s'en sortent. Vous savez, la victime des attentats qui se prend en main, refait son café, refait son machin, tout ça. Et puis il y a quand même la victime dont on ne peut rien faire parce que elle est dépressive, c'est un poids pour la société. Et puis bon, vous voyez, c'est voilà quoi, la mauvaise victime. Et donc vous allez avoir des jugements de valeur qui vont s'instiller dans cette histoire-là. J'ai pas moi d'avis sur la question. Enfin j'en ai un, mais c'est pas à moi de vous donner mon avis. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un glissement très subtil, mais qui existe, et qui est fait au nom de l'urgence et de la morale. C'est-à-dire que derrière, ce ne sont que des jugements de valeur qui visent à dire telle personne ou telle valeur est bonne ou mauvaise. Il y a des bonnes victimes, il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes formes de résilience, il y en a des mauvaises. Et derrière, c'est une injonction à l'adaptation. Et en fait, face à cette incertitude, ce qu'on change, ce n'est pas les modes de gouvernement. C'est la façon de gouverner les gens, c'est la gouvernementalité, c'est ce que Foucault appelle le biopouvoir ou le biopolitique. C'est-à-dire, c'est comment vous, en tant qu'individu, on vous transforme pour répondre à ce nouveau contexte. Mais il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de débat démocratique. Au contraire, on vous dit, il n'en faut pas. Alors évidemment, c'est d'autant plus compliqué que quand vous passez à l'échelle géopolitique, c'est ce que je vous disais au tout début, les problèmes sont globaux, mais les cadres sont internationaux et restent internationaux. Ce qui veut dire que l'action, elle ne peut être que territoriale. On ne sait pas faire autrement. L'action, elle est territorialisée. Ça veut dire en particulier que les États continuent de défendre des intérêts nationaux, mais c'est leur raison d'être. Ça veut dire en particulier que les politiques, elles ne peuvent être que la somme des politiques nationales. Mais c'est la façon dont on fabrique la géopolitique internationale. Et c'est ce que je vous disais, nous avons une gouvernance internationale, on n'a pas de gouvernement mondial. Et on en voit bien les limites dans le cadre de ces menaces globales. Et du point de vue géopolitique, c'est un vrai problème. Parce qu'on a des cadres qui sont totalement inadaptés à la réalité des problèmes qu'on a. Et en même temps, on ne sait pas en inventer d'autres. Donc toute la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment on fait fonctionner ces cadres pour les nouveaux problèmes, sans se retrouver dans ces apories qui font qu'on se trouve face à des questions morales et éthiques, où on va stigmatiser des gens, où on va exclure des populations, où on va imposer un certain nombre de normes et de modèles sans discussion démocratique. Peut-être qu'on arrivera au même résultat, mais vous concevez bien qu'il y a une différence entre avoir un débat démocratique où on accepte que chaque individu paie le coût du risque qu'il accepte de prendre, et un modèle où on l'impose au nom de l'urgence, de l'absence de débat et de je ne sais quoi. Et du coup, toute la question, c'est de repolitiser ces questions environnementales et plus largement de repolitiser ces questions de risque et d'incertitude. Repolitiser, ça veut dire sortir de ce consensus qui pour moi marque la dépolitisation. C'est d'accepter le dissensus, d'accepter le débat. Aujourd'hui, sur ces questions d'incertitude, on fonctionne dans une sorte de mystique religieuse où en gros, vous avez les prêtres qui sont là, qui font leur discours machin et qui excommunient tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et donc, on est entre gens qui sont d'accord. Et d'une certaine façon, c'est ce qui se passe au moment des élections américaines. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez ce que l'élite
qui est d'accord, parce que ça paraît tellement dingue que ce type, que ce Trump qui arrive dans on ne comprend même pas et on n'écoute pas. Mais parce qu'il n'y a pas de débat derrière, parce que les gens n'ont plus accès à ce débat-là politique. Parce que pour nous, effectivement, il est totalement insupportable d'entendre un électeur de Trump ou de Marine Le Pen. Je veux dire, moi, quand je les entends à la télé, je coupe parce que c'est dur, quoi. Et pourtant, ça pose une vraie question. Notre voix dans l'isoloir, que vous ayez un bac plus 9 ou un bac moins 15, elle a le même poids, et c'est normal qu'elle ait le même poids. Et aujourd'hui, je vous signale qu'on arrive à des sujets où on nous dit qu'il faut exclure des gens, il faut enlever le droit de vote à certaines personnes. On en est là. Vous avez maintenant des propositions pour enlever le droit de vote. Mais exactement, on a ça aussi en environnement. Il faut arrêter de consulter les gens. C'est fini, ça. Il faut qu'on agisse. Le GIEC a dit, le machin a dit, tous les experts sont d'accord. Et alors ? C'est très bien qu'ils soient d'accord. Tous les scientifiques sont d'accord, tous les chercheurs sont d'accord, tous les gens de bonne volonté sont d'accord. Ça ne fait pas une démocratie. Et ça ne peut pas être une réponse aux incertitudes. Et du coup, c'est vraiment l'idée que nous vivons en fait sur une société qui est complètement schizophrène. C'est-à-dire que nous sommes sur des sujets qui sont tous consensuels. Il faut sauver la planète. Le changement climatique, on est tous d'accord sur le changement climatique. On est tous d'accord sur la démocratie. On est tous d'accord sur le racisme, c'est pas bien. On est tous d'accord sur tout. Les terroristes sont méchants, etc. On est tous d'accord. Et on est tellement tous d'accord qu'à chaque fois qu'il y a une élection, qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, eh ben ça ne marche pas. Et on arrive au résultat qu'on a. Le changement climatique, on est tous d'accord, ça fait 30 ans qu'on n'a pas avancé. Alors vous me direz l'accord de Paris, à mon avis, l'accord de Paris, là, hein. Ça, je passe parce que je vous l'ai déjà dit. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on est donc dans cette idée d'une société post-politique. Et c'est ça sur lequel j'aimerais conclure. C'est cette idée que... Alors, la société post-politique, c'est notamment Chantal Mouffe qui en parle. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé. Mais c'est l'idée que le basculement du risque vers l'incertitude produit une dépolitisation. Et une tendance à se réfugier vers des modes de gouvernement qui sont des modes technocratiques, au sens où on laisse les experts, on laisse la technique, on laisse finalement les experts gérer, et qu'on est dans cette société du consensus dans lequel en fait les dissensus sont partout, mais on ne les entend plus, on ne les écoute plus, on ne leur donne plus de scène d'expression. Et donc derrière cette société de l'incertitude, vous avez un vrai problème de démocratie. Et ça, c'est pas moi de régler la question. Mais alors, évidemment, quand vous montez à l'échelle internationale, là, c'est différent parce que l'échelle internationale, c'est pas une échelle démocratique. Sauf qu'elle est l'émanation aussi des volontés des peuples, et que là aussi, on a tendance à penser que l'international se fabrique de façon apolitique. C'est complètement faux. Les négociations sur le climat, c'est tout sauf apolitique. Mais la scène de l'ONU donne cette illusion qu'on va aller sur du consensus et que donc on avance de façon apolitique. L'idée, c'est plutôt de réinjecter, de comprendre comment on peut réinjecter du politique au sens noble du terme, du débat public, démocratique, éclairé, etc., comme réponse à l'incertitude. Qui ne soit pas un gouvernement par la peur, qui ne soit pas un gouvernement de la peur, et qui ne soit pas finalement l'émanation de la somme de nos angoisses respectives. En gros, est-ce qu'entre la dictature et la procession, avec tout le respect que j'ai pour les processions, il y a un chemin alternatif au niveau infranational, au niveau mondial et au niveau global. Je vous remercie de votre attention.